Pendant plus de 40 ans, un pays a défié toutes les lois économiques connues. Un pays autrefois pauvre, rural et isolé, est devenu en une génération la deuxième puissance économique mondiale. Ce pays, c'est la Chine. Une croissance fulgurante, des villes futuristes, des centaines de millions de personnes sorties de la pauvreté. Mais derrière ce récit impressionnant, une question commence à s'imposer. Cette croissance est-elle vraiment solide ? Depuis quelques années, les signaux d'alerte se multiplient. Crise immobilière, dette massive, population vieillissante, chômage des jeunes, ralentissement économique. Les chiffres officiels rassurent, mais beaucoup d'économistes doutent. Sommes-nous face à un simple ralentissement normal ou à une bulle savamment dissimulée par l'État chinois ? Cette question ne concerne pas seulement la Chine. Quand la Chine ralentit, le monde entier tremble. Matières premières, marchés financiers, chaînes d'approvisionnement, géopolitique. Comprendre la Chine aujourd'hui, c'est comprendre le futur équilibre du monde. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire le mythe chinois, analyser les chiffres, comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Avant de continuer, si tu apprécies les analyses longues et approfondies, abonne-toi à la chaîne Le Monde Décrypté, active la cloche et laisse un like. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre la Chine actuelle, il faut revenir en arrière. Pendant une grande partie du XXe siècle, la Chine est l'un des pays les plus pauvres du monde. Une économie agricole, peu industrialisée, affaiblie par les guerres, l'instabilité politique et l'isolement international. Sous Mao Zedong, la Chine adopte une économie planifiée rigide. Le grand bond en avant et la révolution culturelle provoquent chaos, famine et désorganisation économique. Des dizaines de millions de morts, une industrie inefficace, une population appauvrie. À la mort de Mao, la Chine est exsangue. Le système ne fonctionne pas. Mais le Parti communiste ne veut pas perdre le pouvoir. C'est là qu'apparaît un homme clé, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping n'est pas un idéologue. C'est un pragmatique. Sa célèbre phrase résume tout. Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape les souris. Autrement dit, peu importe l'idéologie, tant que l'économie fonctionne. Deng ouvre progressivement l'économie chinoise. Création des zones économiques spéciales, ouverture aux capitaux étrangers, tolérance du profit privé. Mais attention, jamais le parti ne renonce au contrôle politique. Shenzhen illustre parfaitement ce changement. Un simple village de pêcheurs devient en quelques décennies une mégalopole high-tech. La croissance chinoise est lancée. Le modèle chinois repose sur 3 piliers. Investissement massif, main-d'œuvre abondante et exportation. L'État investit, les banques prêtent, les usines produisent. Ce modèle fonctionne extrêmement bien pendant longtemps. Mais il crée des déséquilibres profonds. Surinvestissement, faible consommation intérieure, dépendance à l'export. En Chine, la croissance devient un outil politique. Les dirigeants locaux sont évalués sur leur capacité à faire croître le PIB. Peu importe la qualité des projets, tant que les chiffres montent. Mais une question apparaît. Les chiffres chinois sont-ils fiables ? Chaque année, la croissance atteint presque exactement les objectifs fixés par le parti. Plusieurs provinces admettent avoir truqué leurs statistiques. Des projets fictifs, des chiffres gonflés, des pertes cachées. La réalité économique est plus floue qu'elle n'y paraît. Pour comprendre la vraie croissance, les économistes regardent ailleurs. Consommation d'électricité, transport ferroviaire, importation. Et ces indicateurs racontent une autre histoire. Comment la Chine a-t-elle maintenu sa croissance malgré ses limites ? La réponse tient en un mot, la dette. Après la crise de 2008, la Chine lance un plan de relance massif. Le crédit explose, la dette devient le carburant caché de la croissance, les entreprises publiques s'endettent, les collectivités locales empruntent. Tout le système avance, mais de plus en plus sous tension. Cette mécanique fonctionne tant que la croissance est forte. Mais que se passe-t-il quand elle ralentit ? C'est là que commencent les vrais problèmes. Une grande partie de la dette chinoise ne se trouve pas au niveau de l'État central, mais au niveau local. Les provinces et les villes doivent financer routes, métros, écoles et hôpitaux, sans disposer de recettes fiscales suffisantes. Pour se financer, les gouvernements locaux utilisent des structures opaques appelées plateformes de financement.
Elles empruntent massivement, souvent sans véritable rentabilité économique. Le problème, c'est que ces dettes reposent sur une hypothèse fragile. La hausse permanente des prix immobiliers. Quand l'immobilier ralentit, tout l'édifice vacille. En Chine, l'immobilier n'est pas un secteur parmi d'autres. Il représente jusqu'à 30% du PIB, directement ou indirectement. C'est colossal. Pour les ménages chinois, acheter un appartement n'est pas un luxe. C'est une nécessité sociale, un investissement, parfois même une condition pour se marier. Résultat, des millions de logements sont achetés non pour y vivre, mais pour spéculer. Des immeubles entiers restent vides. C'est ainsi qu'apparaissent les fameuses villes fantômes. Des quartiers flambant neufs, mais sans habitants, sans commerce, sans vie. Pendant longtemps, les autorités expliquent que ces villes seront peuplées plus tard. Parfois c'est vrai. Mais de plus en plus souvent, la demande ne vient jamais. Le problème est démographique. La population chinoise vieillit, diminue, et se concentre dans quelques grandes métropoles. Construire partout n'a plus de sens. En 2021, un nom fait trembler la Chine. Evergrande, un géant de l'immobilier, surendetté à hauteur de plus de 300 milliards de dollars. Evergrande vendait des appartements avant même de les construire. L'argent des nouveaux acheteurs servait à finir les anciens projets. Quand les ventes ralentissent, la trésorerie s'effondre. Les chantiers s'arrêtent. Des millions de ménages se retrouvent avec un crédit, mais sans logement. Evergrande n'est pas un cas isolé. D'autres promoteurs suivent, Country Garden, Sunac, Fantasia. Toute l'industrie est fragilisée. Le Parti communiste fait face à un dilemme. Sauver les promoteurs ou les laisser tomber. Dans les deux cas, le coût est énorme. Contrairement à l'Occident en 2008, la Chine évite un sauvetage massif. Elle craint l'inflation, la dette et surtout l'aléa moral. Mais cette prudence a un prix. La confiance des ménages chute. Les investisseurs hésitent. L'immobilier cesse d'être un placement sûr. Quand l'immobilier ralentit, tout ralentit. Construction, acier, ciment, banque, finances locales. C'est un choc systémique. Le modèle chinois, fondé sur l'investissement et la dette, montre ses limites. Il ne peut plus produire la même croissance qu'avant. Le parti tente désormais de changer de cap. Moins de spéculation, plus de consommation intérieure. Mais ce changement est lent et risqué. La question n'est plus de savoir si le modèle est en difficulté. La question est, jusqu'où ira le ralentissement ? Pendant des décennies, la Chine a bénéficié d'un avantage décisif. Une population jeune, nombreuse et bon marché. C'est ce qu'on appelle le dividende démographique. Cet avantage est en train de disparaître. La population chinoise vieillit rapidement, et pour la première fois depuis des décennies, elle commence à diminuer. En 2023, la Chine a même perdu son statut de pays le plus peuplé du monde, dépassé par l'Inde. Un symbole fort du changement en cours. Moins de travailleurs, c'est moins de production potentielle. Et plus de retraités, c'est plus de dépenses sociales. Un double choc économique. Le problème est que la Chine vieillit avant d'être riche. Son revenu par habitant reste bien inférieur à celui des pays développés. Contrairement à l'Europe ou au Japon, la Chine ne dispose pas d'un système de retraite universel solide. Beaucoup dépendent encore de leur famille. Résultat, les ménages épargnent davantage par précaution. Et quand on épargne plus, on consomme moins. La croissance ralentit encore. Autre signal inquiétant, le chômage des jeunes. Chez les moins de 25 ans, il atteint des niveaux historiquement élevés. Le problème n'est pas seulement le nombre d'emplois, c'est leur qualité. Beaucoup de jeunes refusent des emplois mal payés et précaires. Face à cette situation, certains jeunes adoptent le mouvement du tangping. Littéralement, rester allongé. Refus de la course à la performance. Pour le Parti communiste, cette situation est dangereuse. Une jeunesse éduquée, frustrée et sans perspective est un facteur d'instabilité. Le régime renforce donc le contrôle idéologique. Propagande, patriotisme économique, censure. Mais cela ne crée pas d'emplois. Pour compenser le ralentissement, la Chine veut monter en gamme. Moins de quantité,
plus de technologie, plus de valeur ajoutée. La Chine a réussi dans certains domaines. 5G, batterie, énergie renouvelable, drones, intelligence artificielle appliquée. Mais elle reste dépendante de technologies critiques étrangères, notamment les semi-conducteurs avancés. Les États-Unis imposent des restrictions sévères sur l'exportation de puces et d'équipements stratégiques vers la Chine. Ces sanctions freinent le développement de l'intelligence artificielle avancée et de certaines industries clés. La Chine investit massivement pour devenir autosuffisante. Mais l'innovation ne se décrète pas uniquement à coups de subventions. Sous Xi Jinping, le contrôle politique s'est renforcé. Le message est clair. Le parti est au-dessus du marché. Or l'innovation repose sur la liberté, la prise de risque, la confiance. C'est le paradoxe chinois, vouloir innover tout en contrôlant toujours plus. La Chine ne fait pas face à ces difficultés seule. Son avenir économique dépend aussi de son environnement international, devenu bien plus hostile qu'il y a 20 ans. Pendant des décennies, la mondialisation a profité à la Chine. Elle produisait, l'Occident consommait. Tout le monde y trouvait son compte. Mais cette ère touche à sa fin. Les États-Unis et leurs alliés veulent réduire leur dépendance économique à la Chine. On parle désormais de dérisquage, pas de découplage total. Les entreprises restent, mais investissent moins et diversifient ailleurs. Ce dérisquage signifie moins d'investissements étrangers, moins de transferts technologiques, et donc une croissance plus faible à long terme. Pour compenser, la Chine se tourne vers le sud global, les BRICS, et les nouvelles routes de la soie. Mais ces marchés sont plus instables, moins solvables, et politiquement complexes. Ils ne remplacent pas totalement l'Occident. Face à ces défis, la Chine doit changer de modèle économique. Moins d'investissement, plus de consommation intérieure. Mais augmenter la consommation implique plus de protection sociale, plus de redistribution, et donc moins de contrôle politique. C'est là le dilemme central du régime. Réformer en profondeur, ou préserver le contrôle au risque du ralentissement. Plusieurs scénarios sont possibles pour l'avenir de la Chine. Le premier, une stagnation contrôlée. Dans ce scénario, la croissance est faible mais stable. L'État contrôle les crises, au prix d'un dynamisme réduit. Deuxième scénario, des réformes profondes. Plus de marché, plus de consommation, plus de confiance. Ce scénario est économiquement souhaitable, mais politiquement risqué pour le Parti communiste. Troisième scénario, une crise systémique. Immobilier, dette, chômage, tout converge en même temps. Ce scénario reste peu probable à court terme, mais il ne peut plus être totalement exclu. Alors, croissance réelle ou bulle masquée? La réponse n'est ni blanche, ni noire. La Chine n'est pas un château de cartes. Elle possède une base industrielle réelle et un État puissant. Mais la croissance passée ne reviendra pas. Le modèle est épuisé, la démographie défavorable, la dette lourde. La Chine n'est ni sur le point de s'effondrer, ni destinée à dominer sans limite. Elle entre dans une ère nouvelle, plus lente, plus contrainte, plus politique. Si cette analyse t'a aidé à comprendre les enjeux réels derrière les discours officiels, abonne-toi à la chaîne Le Monde Décrypté, active la cloche, laisse un like, et partage ton avis en commentaire. À très bientôt pour un nouveau décryptage.